Salut, bonjour, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais continuer sur Charlie. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'en ce moment, j'écris des nouvelles, je fais des concours de nouvelles pour gagner de l'argent de poche au cas où je gagne, évidemment. Et je ne peux m'empêcher de parler de Charles Manson dans mes nouvelles. Voilà. Donc, on verra. C'est un petit peu provoque, ça passera ou ça cassera. Non, pas dans toutes les nouvelles, mais plus ça va et plus je ne peux m'empêcher de l'inclure dans chacune de mes histoires. Bon, et puis pour ceux qui pensent que écrire des nouvelles c'est nul, bah essayez, essayez d'écrire un roman en accéléré pour voir. Essayez de tenir en haleine en quelques pages, de construire une intrigue en quelques pages, d'y ajouter un grain de folie, un grain de philosophie, un grain tout court. Essayez pour voir. Alors, donc on s'attaque à la... Bon, je vous rassure, je rassure ceux qui n'aiment pas que j'écrive et qui préfèrent que je fasse de la musique. Euh, je rassure mes fans super chiantes que j'ai paumé comme les parents du petit poussé d'ailleurs. Mais malheureusement, j'aurais dû les paumer dans la forêt plutôt que dans de vagues et molles cités ou cités, dans de molles cités masquées ou dans des comment on appelle ça déjà? Dans des réseaux sociaux. Alors, dans des ce que j'appelle les virtuosités virtuelles. Donc aujourd'hui, nous nous attaquons à la troisième introduction, qui est la vraie de vraie, celle de Newell. On va l'appeler Newell. Newell. Oui, c'est un anagramme de lune, donc de nul. Emmons, qui est le gars qui a écrit ce bouquin aux États-Unis, en fait, à la base. Alors, ce livre est dédié à la destruction d'un mythe. Alors, je m'en souviens plus trop, mais je pense que je vais pas toujours être contente de ce que je lis et dis et répète. Donc, introduction de Newell Emmons. En fait, je suis crevée, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être moins crevée? Eh ben, je vais lire Charles Manson, parce qu'au moins je vais être énervée. Chacun, ça s'appelle de la médecine chinoise. Hein. Alors, unique biographe auquel Charles Manson se soit jamais livré, et son codétenu occasionnel, Newell Arnold Emmons, est mort à l'âge de 75 ans le 19 novembre 2002, soit 15 ans jour pour jour avant le décès de Manson à 83 ans le 19 novembre 2017. Sauf mention contraire, toutes les notes sont de la traductrice. Symboliquement, c'est fort quand même. Ouais, okay. Je crois qu'il s'est fait une bonne retraite avec ce bouquin. 8 des meurtres les plus bizarres jamais recensés dans les annales du crime ont été perpétrés entre fin juillet et début août 1969. Bon, déjà, moi qui passe un petit peu mon temps par période à écouter des histoires criminelles, je peux t'assurer que non, c'est pas les meurtres les plus bizarres. Ces assassinats témoignaient d'une sauvagerie bestiale, sauf que les animaux ne tuent pas avec des fusils et des couteaux, pas plus qu'ils n'écrivent de messages avec le sang de leurs victimes. Si, il y a Omar m'a tué, cas très connu en France. Le 31 juillet 1969, des agents de la brigade criminelle du bureau du shérif de Los Angeles sont appelés au 946 Old Topanga Canyon Road. Dès leur arrivée sur les lieux, les policiers sont assaillis par des nuées de mouches et l'odeur fétide de la chair humaine en décomposition. Les deux proviennent du corps d'un homme lacéré de coups de couteau qui, semble-t-il,
est mort depuis plusieurs jours. Non loin du cadavre, sur le mur du salon, sont inscrits en lettres rouges du sang de la victime ces deux mots: Political Pyggy, port, port politique en français. Dans les années 60, pig était une qualification donnée aux membres de la classe dominante et à ses sbires, qui trouverait son origine dans La ferme des animaux, roman de l'écrivain britannique George Orwell. George Harrison, guitariste des Beatles, les a brocardés dans sa chanson intitulée Pyggies, figurant dans l'album blanc des Beatles, sorti en novembre 68. Sur le même mur s'étalent aussi des taches de sang dessinant vaguement une patte de félin, symbole des Black Panthers. Fondé en Californie en octobre 66, le Black Panthers Party for Self-Defense, BPP, est un mouvement activiste révolutionnaire afro-américain dont certains membres n'ont pas hésité à recourir aux armes et dont plusieurs hauts dirigeants ont connu une fin violente. Ah, d'ailleurs, quand j'habitais à Camps, dans l'Aude, je ne l'ai pas connu, mais il y avait un Black Panthers qui était décédé, un réfugié politique. Il y en avait plein des réfugiés politiques dans ce village. Je pense que j'en ai fait partie malgré moi. La victime s'appelle Gary Inman. À 32 ans, il fréquentait l'UCLA, l'université où était Jim Morrison, et Raymond Zarek, University of California at Los Angeles, en vue d'y obtenir un doctorat en sciences sociales et enseigner la musique pour subvenir à ses besoins. Plus tard, on apprendrait que Gary Inman arrondissait également ses fins de mois en fabriquant et en vendant de la mescaline. Petit coquin. Le samedi 9 août 1969, donc on est 9 jours plus tard, dans un quartier chic de Bel Air, proche de Beverly Hills et Hollywood, des agents du LAPD, Los Angeles Police Department, découvrent une deuxième scène de crime si épouvantable qu'elle semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Dans la maison et à l'extérieur sont étendues 5 personnes, toutes dans la fleur de l'âge et toutes proprement massacrées. Sharon Tate Polanski, Abigail Folger, Wojtek Frykowski, Jay Sebring et Stephen Parent. Comme chez Inman, on a laissé un message sanglant. Sur la porte de la maison où les 5 victimes ont perdu la vie, dans ce qui sera plus tard établi comme étant le sang de Miss Tate, est inscrit le mot pig. Choquant, le carnage attire bientôt une foule de reporters et de photographes massés devant la grille de la résidence où les détectives cherchent des indices. Nul ne sait rien, sauf qu'il y a des morts, et pourtant, les premiers articles parus dans la presse multiplient les spéculations. Certains journalistes évoquent des meurtres rituels, d'autres parlent d'une orgie sexuelle ayant dégénéré. Ouais. D'autres encore de vengeance faisant suite à un trafic de drogue qui aurait mal tourné. Jalousie et triangle amoureux figurent également au nombre des mobiles imaginés. À l'opposé, certains reporters se contentent de relayer les faits connus pour l'instant, à savoir, la police est dans l'ignorance la plus totale et cherche à comprendre ce qui a bien pu motiver ces crimes, sans aucun doute, les plus étranges jamais vus à Los Angeles. Ouais, à Los Angeles peut-être. Et ce n'est encore que le début. Le dimanche 10 août, à peine plus de 24 heures après le coup de fil requérant la police à l'adresse de Cielo Drive, le LAPD est appelé sur les lieux d'une nouvelle scène de crime effroyable au 3300 Waverly Drive, dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles, chez Leno et Rosemary LaBianca. Leno, 44 ans, a reçu au total 26 blessures.
12 coups de couteau et 14 perforations causées par une fourchette qui dépasse de son estomac, tout comme un couteau tout comme un couteau est resté planté dans sa gorge. Rosemary, son épouse de 38 ans, a, quant à elle, été poignardée 41 fois. Des messages ont de nouveau été inscrits sur les murs des victimes avec leur sang. Death to Pigs et Rise sur un mur, et Helter Skelter, écrit avec une faute d'orthographe sur le frigo. Donc mort au porc en français, soulèvement ou mieux insurrection en langage mansonien, fait référence au mot arise présent dans les paroles de la chanson Blackbird de Paul McCartney figurant sur l'album blanc des Beatles. Pas sûr, hein. Ça c'est l'interprétation du procureur Bugliosi. Bugliosi établirait par la suite que Helter Skelter constituait le mobile des crimes. Mais pour l'instant, hormis l'horreur de 8 cadavres atrocement mutilés, tout n'est que mystère. Je tiens à préciser quand même que c'était de jeunes gens qui, il me semble, dont certains étaient à moitié illettrés. Hein. Donc qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des fautes d'orthographe. Enfin, s'il te plaît, quoi. Le titre de cette autre chanson de Paul McCartney, figurant sur l'album blanc, signifie montagne russe en français et se réfère, stricto sensu, à l'attraction foraine du même nom. Pour Charles Manson, Helter Skelter semble être devenu synonyme de chaos et d'apocalypse, tandis que Vincent Bugliosi, procureur lors du procès de Manson et de sa famille en 1970, en a fait le titre de son livre sur l'affaire. Coécrit avec Kurt Gentry, Helter Skelter, initialement paru en 1974, demeure à ce jour l'ouvrage True Crime le plus vendu au monde. Tandis que les nouvelles des tueries se répandent comme une traînée de poudre dans tout le pays et au-delà, presse, radio et télévision matraquent en continu tout ce qui peut se rapporter à ce que le monde entier connaîtra désormais comme les meurtres Tate, LaBianca. Des manchettes des quotidiens aux communiqués spéciaux, interrompant les programmes radio et télé, on ne parle plus que de ça. La panique s'installe à Hollywood et dans tout le sud de la Californie. La peur et la méfiance pénètrent au cœur des foyers. Les ventes de pistolets et autres armes d'autodéfense explosent comme jamais auparavant. Soumis à la pression de devoir trouver un coupable, les enquêteurs bossent dur sur d'hypothétiques pistes et indices, en pure perte. Quelques jours après la mort de Gary Inman, un suspect répondant au nom de Bobby Beausoleil a bien été arrêté, mais nul ne l'a associé aux assassinats commis à Hollywood. Il faudra encore attendre plusieurs mois et un deuxième suspect arrêté dans l'affaire Inman pour qu'un peu de lumière soit faite sur les meurtres Tate LaBianca. Ce nouveau suspect est une suspecte, Susan Denise Atkins, alias Sadie, en référence à Sexy Sadie, encore une chanson extraite de l'album blanc des Beatles. Susan Atkins aurait été une ancienne danseuse topless. Elle sera reconnue. Ouais, mais ça, c'est pas vrai. On n'en sait rien. Je suis même pas. Je sais pas si on peut donner du crédit à Sadie. C'est quand même un nom qui était courant à l'époque. Sinon, il n'y aurait pas eu de chanson. Elle sera reconnue coupable des meurtres susmentionnés, ainsi que de la mort d'un certain Donald Jerome Shorty Shee, donc Shorty c'est son surnom, 9e victime dont on apprendra l'exécution qu'une fois les tueurs capturés. L'emplacement comme l'état du corps de Shorty Shee, un mystère tout au long du procès, ne seront quant à eux découverts qu'en 1977, presque une décennie après son homicide en septembre 1969. Atkins s'est vanté auprès de codétenus d'avoir participé au meurtre et leur a décrit Charles Manson comme le leader charismatique de sa secte, Jésus-Christ réincarné, un gourou doté de pouvoirs mystiques d'une force telle que ses disciples tuent volontiers pour lui. Les confidentes d'Atkins ont relayé ces informations auprès de la police, qui,
qui organise une conférence de presse au début du mois de décembre pour annoncer que les horribles meurtres de l'été 69 sont enfin résolus. Donc là, on a quand même affaire à quelqu'un qui est en fascination devant Charles Manson, et c'est elle qui, voilà, c'est elle qui se vante du crime, qui parle de lui comme étant un modèle, et voilà. Mais tuer pour quelqu'un parce qu'on pense que ça va lui faire du bien, entre guillemets, ou que ça va lui... euh, comment dire, c'est pas faire du bien que je veux dire. Que ça va lui être avantageux, je ne sais pas. Et autre chose que de commanditer un meurtre. Alors que Manson et plusieurs autres sont en détention provisoire... Ah mince, c'est pas le moment de manger un bonbon, je suis en pleine lecture. Alors que Manson et plusieurs autres sont en détention provisoire, Atkins vend son histoire, intitulée Two Nights of Murder, Deux nuits de meurtre en français, au Los Angeles Times ainsi qu'à plusieurs publications étrangères. Résultat, à Noël 69, le monde entier connaît ces confessions sensationnelles qui, bientôt suivies d'autres récits du même acabit, font de Manson le méchant contemporain le plus notoire et controversé qui soit, avant même qu'il ne mette un pied au tribunal. Intéressant. Je vais noter parce que... Tonight... Non mais... Bon. Allez voir sur YouTube les interviews de Atkins en prison. Elle est grave. Hein. Enfin, voilà. L'attention des médias ne s'étant nullement essoufflée lors du procès de Atkins. Donc, l'attention des médias ne s'étant nullement essoufflée lors du procès, Charles Manson et ses adeptes, désormais dénommés la famille Manson, y gagneront une célébrité planétaire. Manson s'est vu accusé d'être le cerveau des meurtres et l'instigateur de la sauvagerie bestiale de ses fidèles. Le mobile des assassinats, tel qu'établi par le procureur Vincent Bugliosi, se résume ainsi. Manson pensait que les Noirs allaient se soulever contre les Blancs et qu'une guerre raciale allait éclater. En fait, c'est pas vraiment ça. Hein. Cette guerre, il l'appelait Helter Skelter, comme la chanson des Beatles, et il avait persuadé les autres de son imminence. Il leur aurait également ordonné, afin de précipiter l'avènement du conflit, de commettre des meurtres étranges en s'arrangeant pour laisser sur place de prétendus indices incriminant les Noirs. En fait, l'histoire est beaucoup plus conne que ça. Cette histoire entre blanc et noir, elle date de quelques jours avant les meurtres. Donc je vais le répéter, je suis obligée de le dire maintenant pour montrer à quel point c'est idiot tout ça, et que c'est pas normal qu'on le mette. Parce que tout ça a été établi. Le noir en question qui a failli tuer Manson, il a vraiment cru qu'il l'avait tué pour protéger une nana que le black... Je suis obligée de dire qu'il est noir parce que c'est ça le problème, c'est eux qui parlent des noirs. Donc, en fait, on va recommencer. Événement. On appelle Charlie, vite, vite, vite. Il y a Machine qui est dans une salle de drap. Elle a voulu carotter un dealer et le dealer veut la tuer. Il se trouve que ce dealer est noir. Charles Manson y va, dit libère la fille, tue-moi à la place. Ça a été confirmé par ce même gars, hein, qui était donc le noir, qui était au tribunal. On n'a même pas retenu sa déposition. Fatalement, ça se finit mal. Il avait un gun, il a tiré dans son bide, et en partant, il était persuadé que le gars était mort. Or, le lendemain, il
ils entendent à la radio qu'un Black Panther s'est fait tuer et que les Black Panthers vont se venger. Du coup, pris de panique, les gars, ils sont persuadés, Charles Manson le premier, il le confesse, il le dit, qu'ils ont tué un Black Panther, sauf que ça n'en était pas du tout un, ça n'avait rien à voir. Personne ne savait encore qu'en fait, il était juste blessé, le gars, il était sans doute à l'hôpital à cette heure. Et ils sont mis à se braquer, à penser que les Black Panthers étaient après eux. Voilà. Donc les marques de sang, Pigs, machin, gna gna, ils se sont mis un petit peu dans la terre des Black Panthers, qui agiraient par vengeance aux crimes perpétrés comme l'un des leurs, en fait. Mais ça, c'était dans la tête des gens qui sont partis tuer Charles Manson. Lui, il cherchait des solutions, en fait, des moyens pour se barrer de là, en fait. Et on en reparlera plus tard. Et surtout du fric. Voilà. Et surtout, ben, il en avait un peu marre de ces gogos de ces jeunes qui faisaient un peu n'importe quoi et qui mettaient tout le monde en danger. Et ça, je pense que c'est vrai. Donc, il est à un moment donné dit, bon, je calcule plus rien, ne le rend pas responsable pour autant de meurtres perpétrés euh, sans son commandement, en fait. Il n'a pas commandé de tuer. Il le dit et je le crois, en fait. Je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, quand il a fait des trucs sales, il le dit et voilà, sans complexe. Il n'est pas très complexé, ce garçon, hein. Bref, je tenais quand même à faire ce point parce que là, il y a une réelle confusion entre un racisme latent dans la Manson Family, alors que non, en fait, c'était très récent, cette peur des Noirs et cette peur du Noir, en fait. Il y a eu une peur du Noir. En fait, il y a eu une peur du Black Panther. Peur d'avoir tué un Black Panther, plus exactement. Bref, j'étais obligée de faire ce point parce que là, je trouve ça très pervers la façon dont sont dérouler les événements. Donc soit on nous déroule les événements tels qu'on nous les a balancés dans les médias, mais quel manque de subtilité de la part du gars qui a fait beaucoup de pognon avec ce livre, que de laisser penser au lecteur que ça s'est vraiment passé comme ça. Ça, c'est pas acceptable. Alors, il leur aurait... on en était où? Cette guerre, il l'appelait Helter Skelter, comme la chanson des Beatles. Et Charles Manson n'écoutait pas les Beatles. Ça peut paraître con, mais écoutez sa musique, lui, c'est un bluesman. Et il avait persuadé les autres de son imminence. Il leur aurait également ordonné, afin de précipiter l'avènement du conflit, de commettre des meurtres étranges en s'arrangeant pour laisser sur place de prétendus indices incriminant les Noirs. Il y avait aussi un mobile secondaire. Manson aurait choisi le lieu Drive parce que la maison avait précédemment été occupée par Terry Melcher, un ponte de l'industrie du disque qui, selon Charlie, avait failli à ses promesses de promouvoir sa carrière musicale. Mais c'est dégueulasse. Non seulement c'est faux, il n'a pas failli à ses promesses, il lui a volé des morceaux. Ils lui ont volé du morceau parce que c'était le producteur, enfin le producteur, c'était pas exactement le producteur, je ne sais plus quoi. Bon, c'était un financier du mec de Denis, je sais plus comment il s'appelle, bref, du mec des Beach Boys. Non, c'est pas les Beach Boys, ah, je sais plus. Oui, si, c'est les Beach Boys, qui était son super pote. Et voilà, ils lui ont pris quelques chansons comme ça, sans lui demander, sans le rétribuer. Donc oui, Manson, il me semble, aurait dit il faut aller les faire chanter. Mais Charlie ignorait complètement qu'ils avaient déménagé et qu'il y avait Sharon Tate à la place. Le but, c'était de récupérer le pognon de ce vol. Voilà, lui, il voulait des pépettes pour pouvoir s'installer
dans le désert, dans son nouveau lieu. Et voilà, parce que le ranch est commencé à être squatté par des gens chiants. Ceux-là même qui ont commis ces meurtres d'ailleurs. Alors, au moment d'initier la tuerie, Manson se serait souvenu à la fois du rejet de Melcher. Donc déjà, il aurait... Et du fait que la maison était idéalement isolée. Sauf que non, non, personne ne savait que c'était plus lui là-bas. L'accusation a aussi soutenu que Manson avait convaincu ses fidèles qu'il existait quelque part sous le désert de la Death Valley une grotte menant au Bottomless Pit. Donc le puits de l'abîme est cité dans l'Apocalypse de Jean au livre de la Révélation, où lui et les siens pourraient vivre en sécurité pendant que le conflit racial ferait rage à la surface de la planète. N'importe quoi. Selon Manson, les Noirs sortiraient vainqueurs de la guerre, mais manqueraient cruellement des capacités mentales requises pour gouverner. Qu'à cela ne tienne, Manson et ses élus, au nombre de 144 000 âmes, émergeraient alors à point nommé de leur sanctuaire pour canaliser le chaos et ériger une nouvelle société conforme aux visées du leader. Chiffre indiquant le nombre symboliquement complet des élus tirés de l'Apocalypse de Jean. Des premières arrestations aux dernières condamnations, les enquêtes et les procès de Manson, ainsi que des membres de sa famille, ont bien duré plus d'1 an et demi. Voici la liste de ceux qui ont écopé de la peine capitale et devaient être exécutés dans la chambre à gaz de la prison de San Quentin. Charles Manson, Susan Atkins, Charles Tex Watson, Leslie Van Houten et Patricia Krenwinkel pour les meurtres de Ted LaBianca. Bruce Davis et Steve Grogan pour leur participation à l'assassinat de Shorty Shee, et Bobby Beausoleil pour celui de Gary Hinman. Mais, moins d'1 an après les condamnations à mort, la peine capitale a été abolie dans l'État de Californie, et tous ceux qui attendaient leur exécution ont vu leur sentence automatiquement commuée en prison à perpétuité. Moyennant quoi, les 8 condamnés se sont retrouvés en situation d'obtenir leur libération conditionnelle dès 1978. À l'automne 85, après 16 ans passés derrière les barreaux, le California Board of Parole a accordé sous de strictes conditions la remise en liberté de Steve Grogan. La libération de Grogan n'est pas étrangère au fait qu'il a fourni des informations quant à l'endroit où fut enterré Shorty Shee. Par ailleurs, un juge avait commué dès fin 71 la sentence de Grogan en perpétuité, arguant que ce dernier était trop stupide et drogué pour faire quoi que ce soit de son propre chef. Mais c'était le cas de tout le monde. Hein. Aucun des autres n'a bénéficié d'une libération conditionnelle à ce jour. En 86, à la date de la première publication de ce livre, mais la situation n'a que peu changé depuis, Susan Atkins est morte en prison en 2009 et seule Leslie Van Houten frôle parfois la remise en liberté, à ce jour systématiquement récusée par le gouvernement de Californie. Elle est classe, Leslie Van Houten. Il y a Beau Soleil qui est sorti l'année dernière, ou cet hiver, je sais plus. La plupart des gens, l'été dernier. La plupart des gens considèrent Manson et ses sbires comme un gang de tueurs à sang-froid, cruels et drogués jusqu'à la psychose. Mais d'autres voient volontiers en lui un leader, non plus, et un gourou doté de pouvoirs mystiques. Ils le soutiennent ardemment, le défendent et tentent de vivre la vie qu'il menait avant les meurtres. En fait, moi le problème c'est que j'ai vécu la vie qu'il menait avant de connaître l'existence de Charles Manson. Donc je le vois pas comme un gourou, je le vois comme un frère. Désolée, hein, mais bon. Alors, il reçoit des milliers de lettres et des wagons entiers de visiteurs derrière les barreaux. Des lettres d'adolescents et d'adultes des deux sexes. Non, en fait, c'est pas parce qu'il est un gourou, c'est parce que les gens sont touchés par quelque chose de similaire. Il a un point commun avec beaucoup de gens. C'est tout. Parce que moi, je suis contre le fanatisme. Donc, c'est pas par fanatisme ni par égocentrisme que je m'occupe de Charles Manson. C'est parce que j'aime pas l'injustice. Bon, vous allez me dire, oui, il y a quand même eu plein de morts. Oui, oui, ok. D'accord, je suis d'accord.
Et si vous saviez le nombre de mecs qui tuent leur femme et qui sortent au bout de 3 ans, c'est à pleurer, ok? Alors, là, il s'agit de meurtres perpétrés principalement par des adolescents. Charles Manson, voilà, des adolescents drogués, paumés, voilà, qui ont tué des gens presque adolescents, paumés et drogués également. Non, presque que ça. Mais bon, grosso modo, c'est le clash entre deux mondes très différents. Alors, mais on en reparlera plus tard. Donc non, c'est pas par fanatisme que je parle de Manson, mais par sympathie. Ce gars éveille en moi de la sympathie et me permet de ressortir des sujets qui m'ont touchée euh, et avec lesquels je me sentais éminemment seule. Je n'avais pas de matière pour parler de ces choses. Parce qu'on. C'est même pas qu'on n'y croyait pas, c'est parce qu'on s'en fout. Sauf que bah, cette histoire, ces meurtres ont mis en lumière un style de vie différent euh, qui a continué, qui a persisté. C'est ce qu'on appelle le milieu alternatif, entre guillemets. Même si moi je préfère dire que je suis dans le milieu triphasé parce que je suis contre la lutte. Je ne suis pas dans la lutte révolutionnaire. Je pars du principe que l'alternatif, c'est un petit peu binaire comme voie. Voilà. Mais on a fabriqué, enfin, beaucoup de gens vivant des modes de vie alternatifs sans se réclamer d'un monde alternatif ou d'une quelconque idéologie, partagent beaucoup de choses avec Charles Manson sans même le savoir, parce qu'ils ne connaissent pas la vraie histoire, c'est tout. Hop. Mais voilà, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce qu'on a mis le gourou en prison que ce mode de vie a cessé. C'est pas parce qu'on a dit les hippies sont des criminels et des jobards. Les hippies n'étaient pas que ça finalement. Voilà, c'est tout. J'aime pas trop les hippies, mais même si on me traite beaucoup de hippies parce que j'ai ce côté contemporain, voilà. Mais non, faut pas oublier que le hippie, il n'est pas que ça, il risque sa vie tous les jours pour être heureux, quoi. Il est beaucoup plus punk que le punk, hein, le hippie, sous certains aspects. Enfin voilà, le hippie, il n'a pas le temps de faire du lèche-vitrine pour trouver un cuir qui lui va. C'est ça que je veux dire. Et ouais, j'ai un côté critico-punk. Alors, ils le soutiennent, alors, gna 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 gna, ils le soutiennent ardemment, le défendent et tentent de vivre la vie qu'il menait avant les meurtres. Il reçoit, c'est même pas ça, c'est qu'il se trouve des atomes crochus, mais je l'ai déjà dit. Il reçoit des milliers de lettres, gna 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 gna. Des lettres d'adolescents et d'adultes des deux sexes, des visites de femmes désireuses de capter son amour et son attention. Pardon, de gens qui veulent lui demander des conseils et d'aspirants au statut de disciple. Certains lui proposent même de tuer pour lui, ou plutôt au nom du mythe qui s'est façonné autour de sa personne. Mais le mythe est très différent de la réalité. Il se trouve que je connais Manson depuis des années, bien longtemps avant que les Flower Children et les hippies n'éclosent. Nous n'avons jamais été ce que les détenus appellent des potes de tôle, mais nous avons tout de même passé quelque temps ensemble à la prison de Terminal Island en 1956 et 57, où je me suis retrouvée sous le coup du Dyer Act pour avoir franchi la frontière d'un État au volant d'un véhicule volé. Loi fédérale votée en 1919, le National Motor Vehicle Theft Act, de son vrai nom, rend coupable d'un délit fédéral toute personne faisant traverser une frontière interétatique ou internationale à un véhicule à moteur volé en sachant qu'il l'a été. À l'époque, il venait d'avoir 21 ans et j'en avais 28. Notre relation se basait essentiellement sur notre intérêt commun pour l'athlétisme et je me voyais en lui
tel que j'étais au même âge, un jeune détenu parmi ses aînés, buvant chaque parole des criminels endurcis, pas assez mature pour imaginer l'enfer d'une vie de hors-la-loi. Sorti de prison en 1957, j'ai ouvert peu après un garage à Hollywood. Manson, quant à lui, est sorti en 1958. Nous avions des amis communs dans la région, et l'un d'entre eux lui a un jour donné mon adresse parce que Manson avait un problème lié à un accident de voiture. Rien d'illégal, mais ça lui créait des ennuis avec son responsable de conditionnel. Il me prend la tête avec ça, me dit-il. Soit je me débrouille pour faire réparer la bagnole du gars que j'ai embouti, soit l'autre révoque mon sursis et je retourne au trou. Tu peux m'aider ? Je le pouvais, alors je l'ai fait. Genre je me justifie. Et j'ai aussi réparé la voiture de Manson par la même occasion. Cet épisode, ajouté au fait que nous nous étions déjà fréquentés en prison, m'a fourni l'opportunité de recueillir l'histoire de Charles Manson. Comme il le répétait lui-même depuis 6 ans, tu m'as aidé à ne pas replonger, Mons. J'ai une dette envers toi. Et si quelqu'un peut expliquer comment c'est arrivé, c'est toi, parce que tu connais bien la prison. Je n'ai pas revu Manson avant 60. On s'est retrouvés au pénitencier de McNeil, où je purgeais une peine pour trafic de drogue. Notre relation était la même qu'à Terminal Island. On se croisait surtout au cours d'athlétisme. Je me souviens qu'il m'a un jour demandé ce que je savais de L. Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, et de la dianétique, théorie d'éveil spirituel ou de développement personnel créée par Ron Hubbard. Hop. Changement de pause. Hop. J'étais où? Ouh. Rien du tout, et ça ne m'intéressait pas d'apprendre. Aussi, cette conversation fut-elle des plus brèves. Le temps que j'ai passé à McNeil a changé ma vie, en mieux. Comme on le verra à la lecture de ses propos, la vie de Manson aussi a pris un tour radicalement différent durant cette période. À ma sortie en 64, je ne voulais qu'une chose, être un citoyen honnête et responsable. Je m'y suis tenue. Depuis ce jour, je n'ai plus enfreint la loi. J'ai rouvert un garage et plus tard, j'ai entamé une deuxième carrière en tant que journaliste. Bien, bravo. Applaudissons Newell Evans. Je suis méchante. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle sur la désobéissance. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ne confondons pas désobéissance et insoumission. Alors, à ma sortie, en 69, j'ai à peine remarqué l'affaire Inman, mais comme le reste du monde, j'étais au courant des meurtres Tate LaBianca. Et j'ai été très étonnée lorsque, fin décembre, on y a collé le nom de Manson. Pas parce qu'il était impliqué, mais parce que cet homme, que l'on disait doté de pouvoirs tels que tout le monde se pliait à sa volonté, ne ressemblait pas à celui que j'avais connu. 10 ans plus tard, en 79, je l'avais presque oublié quand je suis tombée sur un article à son sujet dans un canard local. Le reporter s'était rendu à Vacaville, où Manson était alors emprisonné, dans l'intention de lui parler. Mais Manson avait refusé. Merde. Le journaliste s'était rabattu sur des propos tenus par des gardiens et autres sources internes afin de pouvoir produire un article, lequel précisait que Manson répondait rarement aux demandes d'interview. Comme par hasard, il est devenu journaliste au moment où Charles Manson s'est fait pincer. Ha ha ha. Comme j'écrivais alors pour un journal, je me suis dit que ma relation passée avec lui me fournirait peut-être l'occasion d'obtenir l'entretien que les autres n'arrivaient pas à avoir. Un de ses potes, Tollard, a répondu à ma première lettre en ces termes. Charlie reçoit sans arrêt des bafouilles de trouducs dans ton genre qui veulent l'interviewer. C'est marrant ça. Un de ses potes, Tollard. Ça l'intéresse pas de te causer pour que tout soit déformé et qu'il y ait encore plus de mensonges d'imprimés. Mais si tu veux écrire sur un fils de pute complètement givré, envoie-moi un poste de télévision et je te parlerai. L'expéditeur avait joint 2 coupures de journaux sur lui et les meurtres pour lesquels il croupissait à l'ombre. J'ai retourné les pièces jointes, comme il le demandait, et ignoré le reste.
J'ai écrit une deuxième lettre à Manson en prenant soin de m'identifier de manière à être certain qu'il se souvienne de moi. J'ai aussi expliqué que s'il ne voulait pas me parler en tant que journaliste, je pouvais tout simplement venir pour lui rendre visite. Il m'a immédiatement répondu. Sa lettre était à peine déchiffrable. Ouais, genre. Mais grosso modo, il me disait: Ouais, je me souviens de toi. T'aurais dû me dire que t'étais dans ta première lettre. T'aurais dû me dire qui t'étais dans ta première lettre. Je t'aurais pas refilé à Botch. On ne m'autorise pas à avoir des visites, alors te fais pas trop d'illusions. En plus, ils disent que je suis dingo. Mais si tu veux passer, pas de problème. Voilà, c'est comme ça qu'il cause Charlie. Même s'il dit que c'est incompréhensible. J'ai montré la lettre à ma femme, dont la réaction a été instantanée. Tu vas vraiment aller le voir? Tu trouves pas ça un peu flippant? Comme tant d'autres, elle avait lu le Helter Skelter de Vincent Bugliosi et croyait dur comme fer que Manson avait le pouvoir d'endoctriner qui il voulait. Le California Medical Facility à Vacaville n'était qu'à 2 heures en voiture de chez moi. C'est la structure. Ah, oui. Ah bon. Ouais, ok. On s'est eu à 1 heure au téléphone. Bah non, je suis occupée. Et quoi? Donc, bah je sais pas, t'étais pas censé partir il y a 1 heure? Bah au revoir. Hein. Alors, ces gens qui respectent pas les horaires, ça m'énerve. Alors, d'accord, donc c'est de ma faute si au lieu de venir à 6 heures, tu pars qu'à 21h30. T'as à me dire quoi en fait? Non, merci. Non. Euh, Donc, structure spécialisée, donc le California Medical Facility à Vacaville n'était qu'à 2 heures en voiture de chez moi. Tu peux arrêter de m'appeler, s'il te plaît? Ouais, ouais, je m'en fous. Le California Medical Facility à Vacaville n'était qu'à 2 heures en voiture de chez moi. J'ai fait la route en me posant. Donc, structure spécialisée de la prison de Vacaville. Ah putain, mais c'est pas possible quoi! Tu peux arrêter de m'appeler, s'il te plaît? Oui, comme prévu. Ouais, ok, super, génial, merci. Donc, structure spécialisée de la prison de Vacaville ou l'administration pénitentiaire de l'État de Californie. Putain, mais c'est pas possible! Oui, allô? Je ferme